Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Menegali et vous écoutez Maîtriser les codes, un podcast proposé par le cabinet Brucher, Tilgen & Partners, à retrouver sur le site www.brucherlaw.lu, ainsi que toutes vos plateformes de streaming favorites. Aujourd'hui, c'est du droit médical dont il sera question, tout d'abord pour en définir les contours, côté patient et côté praticien, bien évidemment. Nous détaillerons également ce à quoi il faut être attentif pour un praticien lorsqu'il s'installe sur le territoire luxembourgeois, ainsi que tout au long de sa pratique. Et enfin, dans un dernier temps, nous attarderons sur la question des assurances et nous verrons en quoi les experts du cabinet Brucher, Tilgen & Partners peuvent être de précieux alliés sur ces questions pour accompagner justement les médecins. Ces experts justement qui sont à mes côtés, je vous les présente. Tout d'abord Marie Bénat, partenaire et avocat à la Cour. Bonjour. Alexandra Corr, conseil et avocat à la Cour. Bonjour. Et enfin Benjamin Nicolas qui est senior associate et avocat à la Cour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être présents. Commençons par le commencement et les termes de notre énoncé. Qu'est-ce que le droit médical et qui est concerné? Je commence avec vous, Alexandra. Oui. Alors, le droit médical, en fait, c'est une branche du droit qui concerne les prérogatives et les responsabilités des professionnels de santé, mais aussi les droits des patients. Donc, en fait, finalement, ça concerne tout le monde. Le droit médical concerne tout le monde parce que même si, effectivement, on n'est pas professionnel de santé, on sera tous un jour, ou on est tous un jour patients. Dans ce droit, il y a évidemment des obligations à charge du médecin, donc un certain nombre d'obligations, comme par exemple l'obligation, telle que l'on connaît tous évidemment, c'est de prodiguer des soins conformément aux données acquises de la science. Faire un bon diagnostic, des soins conformes aux règles de l'art, etc. Il y a aussi une obligation qui est peut-être un peu moins connue, c'est l'obligation d'information, c'est-à-dire que le médecin, effectivement, l'obligation d'informer son patient sur son état de santé, sur l'évolution de son état de santé, sur l'opération ou l'opération qu'il entend prodiguer, sur les risques de cette opération, les coûts, etc. Alors, étant précisé quand même que le patient peut refuser aussi de connaître son diagnostic, il peut manifester son refus. Voilà, donc le médecin a effectivement ces obligations-là. Cette obligation d'information est là pour garantir le consentement éclairé du patient. Ouais. Donc là, le patient doit savoir ce qu'on va lui faire et pourquoi. Et il y a également une obligation qui est une obligation de sécurité, une obligation, alors c'est surtout aussi pour les hôpitaux, puisque il faut évidemment que le patient soit surveillé, qu'il n'y ait pas de problème au niveau donc, de la surveillance. Bien sûr, bien sûr. Merci pour ces premières explications. Le Luxembourg présente-t-il des spécificités en termes de droit médical? Oui, alors il y a une spécificité, c'est-à-dire que les hôpitaux à Luxembourg fonctionnent selon deux régimes, donc un régime ouvert ou un régime fermé, et chaque hôpital a sa spécificité. Dans le cadre d'un régime ouvert, il faut savoir qu'il y a un contrat entre le patient et l'hôpital, et il y a également un contrat entre le patient et le médecin. Donc, l'hôpital peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement, par exemple, à une obligation de surveillance. Le médecin peut également voir sa responsabilité contractuelle en cas, par exemple, de manquement à l'une de ses obligations. Dans le cadre d'un régime fermé, c'est un petit peu différent, puisque là, on a un contrat entre le patient et l'hôpital, donc comme dans le régime ouvert. Mais par contre, il n'y aura pas de contrat entre le patient et le médecin. Donc, l'hôpital restera responsable contractuellement pour un défaut de surveillance, par exemple, mais il pourra aussi être responsable d'un manquement du médecin sur la base contractuelle. Et le médecin, quant à lui, pourra toujours, le cas échéant, voir engager sa responsabilité délictuelle. Merci Alexandra. Je reste avec vous pour ma deuxième question. Aujourd'hui, de nombreux médecins originaires de l'Union européenne s'installent au Luxembourg. Certains sont même originaires d'autres pays, hors UE. Pour eux, quels sont les points d'attention, c'est-à-dire à quoi faut-il être attentif au moment de s'installer au Luxembourg ? Oui, alors effectivement, il y a un certain nombre de conditions pour pouvoir s'installer à Luxembourg. Si vous n'êtes pas, par exemple, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, à ce moment-là, vous devez être titulaire d'une autorisation de séjour en cours de validité. Donc ça, c'est une condition. Alors évidemment, pour les personnes qui sont membres qui sont ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne, il n'y a pas de souci. Vous avez évidemment des conditions de diplôme. Si vous avez obtenu votre diplôme dans un pays membre, pas de souci. Par contre, si vous avez obtenu votre diplôme dans un pays hors Union européenne, à ce moment-là,
moment-là, il faudra le faire homologuer, donc faire reconnaître en fait vos qualifications professionnelles. Le Luxembourg est également un pays foncièrement polyglotte. J'imagine qu'il y a une exigence de maîtriser une, voire plusieurs langues pour ces praticiens? Oui, absolument. Alors, il faudra évidemment que le praticien puisse pratiquer soit le luxembourgeois, soit le français, soit l'allemand. On lui demande généralement un niveau B2. Je me tourne vers vous, Marie, sur les risques qui se présentent aux praticiens qui ne respecteraient pas ces conditions. Oui, effectivement, hein, si je suis médecin, que je viens du Mexique et que j'entends m'installer à Luxembourg, mais que je ne fais pas homologuer mon diplôme, que je m'installe et que je commence à poser des actes, ça ne marchera pas, évidemment. Je m'expose à être sanctionnée du fait de l'infraction d'exercice illégal de la médecine. Donc, c'est une infraction pénale, hein, relativement grave. Donc, bien sûr, il y aura des conséquences pénales, aussi civiles, des dommages et intérêts pour les patients auxquels j'aurais exposé un risque. Et puis, il y aura sans doute des sanctions qui viendront aussi de la part de l'ordre des médecins, puisque les médecins sont réglementés et sont soumis à une déontologie particulière. Merci Marie. Un des bons réflexes, et je me tourne vers vous cette fois Benjamin, c'est peut-être sans doute de contracter une assurance. Oui, tout à fait, et c'est même un excellent réflexe quand on sait que c'est une obligation légale dans le chef du médecin que d'assurer sa responsabilité civile. Il devra donc veiller à conclure une assurance adaptée à ses besoins. À cet égard, il devra être vigilant au contenu du contrat et plus précisément les exclusions et limites de garantie, mais également, comme on l'a vu, des médecins peuvent venir de partout dans l'UE et même hors UE. Donc le médecin devra veiller à la couverture géographique de sa couverture d'assurance. Merci Benjamin, c'était très clair. Dans cette première partie qui vient de s'achever, nous avons vu un peu la dimension théorique et éventuellement les précautions à prendre en amont d'une installation. Voyons maintenant en pratique comment ça se passe et je me tourne vers vous Alexandra. En cas de litige avec un patient, quelle procédure prend place ? Alors, on peut résoudre le litige soit de manière extrajudiciaire, soit de manière judiciaire. Alors, extrajudiciaire, dans ce cas-là, le patient peut adresser un courrier au médecin et les parties peuvent se mettre d'accord sur la nomination extrajudiciaire d'un expert. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, le patient devra assigner donc le médecin devant les tribunaux pour voir nommer un expert judiciaire. L'expert prendra ensuite contact avec l'ensemble des parties et leurs avocats et il mènera donc ces opérations d'expertise. Suite à cela, et si l'expert conclut à un manquement, par exemple, dans le chef du médecin, dans ce cas-là, le patient pourra solliciter un dédommagement. Donc, il pourra, soit on trouve un arrangement, sinon il faudra que le patient assigne au fond le médecin afin d'obtenir ce dédommagement. Très clair. Question subsidiaire, quelle est la valeur de la décharge que signe un patient ? Alors, la valeur est toute relative, évidemment. Ce serait bien trop simple si une simple décharge pouvait permettre au médecin de se décharger. Merci beaucoup pour ces explications. Toujours en cas de litige, cette fois-ci du côté de l'assurance, à quel moment faire intervenir son assureur ? Quelle est la procédure ? C'est ma question, Benjamin. Alors en matière d'assurance, on parlera de réclamation en termes techniques. Et la réclamation, elle peut intervenir au stade extrajudiciaire, comme l'a dit Alexandra, mais au stade judiciaire. Au stade extrajudiciaire, on imaginera un courrier. Au stade judiciaire, on envisagera une assignation. Alors à ce moment-là, c'est là que se cristallise le moment où le médecin doit déclarer le sinistre à son assureur, ou son courtier ou son agent d'assurance, le cas échéant, ne fût-ce qu'à titre conservatoire, signaler à son assureur qu'il s'est passé quelque chose, afin d'éviter tout grief de l'assureur quant à une déclaration tardive. Si la garantie est due et qu'il y ait fait appel, l'assureur a l'obligation alors de défendre son assuré, donc le médecin. C'est ce qu'on appelle la direction du litige, et ce, dans les limites de la garantie. Dans ce cadre-là, en général, l'assureur choisira un avocat qui lui est habituel dans les matières précises. Mais on pourrait tout à fait imaginer que le médecin signale à son assureur qu'il connaît lui-même un avocat qui serait à même d'intervenir. Et dans ce cas-là, l'assureur a la possibilité de désigner cet avocat. Merci pour ces éclairages. J'aimerais évoquer avec vous trois également la question de l'intelligence artificielle, un sujet brûlant. De quelle façon l'arrivée de cette nouvelle technologie pourrait-elle impacter ou redistribuer les cartes du droit médical ? Je vous pose la question, Marie. Alors, le rôle de l'IA, c'est vrai qu'il est un impact énorme chez les médecins. On le voit surtout, on lit beaucoup d'articles, et notamment
Moi, je donne l'exemple pour les radiologues. On leur dit même votre métier va disparaître puisque grâce à l'IA, elle va mieux détecter les pathologies que vous. D'un point de vue médical pur, effectivement, il y a intérêt. Du point de vue du droit médical, je suis plus réservée. Je pense que ça ne changera pas grand-chose à la responsabilité du médecin. Ce sera toujours le médecin qui sera tenu responsable. On viendra toujours chercher la responsabilité du médecin, même si c'est l'IA qui a mal lu peut-être une radio, par exemple. Peut-être que le médecin, pour essayer d'échapper à sa responsabilité, viendra appeler en garantie, c'est comme ça qu'on appelle ça en droit, le concepteur de cette IA qui fait des erreurs, qui présente des biais algorithmiques, c'est aussi le nom qu'on donne. Mais je pense que les patients viendront toujours, se retourneront en priorité vers le médecin pour voir, ou l'hôpital, hein, si c'est l'hôpital qui a mis en place, pour voir engager la responsabilité du corps médical. Qui dit IA dit également données et gestion des données. Qu'en est-il ? Oui, alors la gestion des données, si on le place dans le cadre de l'intelligence artificielle et de l'utilisation d'une intelligence artificielle, effectivement, ça peut être problématique. Que deviennent les données? Si on interroge peut-être, est-ce que c'est une intelligence artificielle fermée, donc prévue pour un hôpital? Ça se présente. Là, les données ne fuitent pas. Par contre, si on a des médecins qui vont sur l'IA et avec des données qui partent sur le web pour essayer, hein, ça part d'une bonne volonté, trouver une solution diagnostique, ben là, ça veut dire qu'on a des données qui se baladent peut-être dans la nature. Et là, il y a aussi effectivement un problème de responsabilité latent, évident. Très intéressant. Je reste avec vous, Marie, pour notre troisième et dernière partie. Et j'aimerais vous poser la question de savoir quels sont aujourd'hui les services que le cabinet Brucher, Tidjon & Partners propose aux médecins. Oui. Alors, on a parlé beaucoup jusqu'à maintenant des problématiques liées à un contentieux. Nous, on assiste aussi les médecins dans le cadre de leur installation à Luxembourg. Donc, je suis médecin, je veux m'installer à Luxembourg avec une spécificité particulière. Ils peuvent venir nous voir, on saura comment les conseiller. On les conseille également s'ils veulent s'associer entre eux. Hein. Ça, c'est s'ils veulent embaucher des collaborateurs, comment ça se passe, comment je peux les embaucher, comment je fais pour être conforme au droit et conforme aussi à la déontologie. Hein, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même une déontologie qui est très très présente avec des règles strictes. Donc sur ce volet-là, c'est une compétence que l'on maîtrise. On voit fleurir au Luxembourg, comme dans les pays frontaliers, des centres médicaux où s'associent différents praticiens. Qu'en est-il pour ce cas de figure particulier et qu'en est-il également de l'éventuel conflit qui pourrait subvenir entre praticiens? Oui, ben, l'intérêt, hein, ces centres médicaux, effectivement, on les voit fleurir. On a aussi une compétence, bien sûr, pour ces centres médicaux qui peuvent être éventuellement chapeautés par une société. Est-ce que le médecin doit être actionnaire de cette société ou pas? C'est des questions qui se posent. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment des statuts sur les relations entre médecins ou les contrats entre médecins qui soient vraiment adaptés, que ce soit, je l'ai dit, entre associés de ce centre médical, collaborateurs salariés, collaborateurs indépendants, qui soient vraiment adaptés pour anticiper et éviter au maximum les conflits. C'est une analyse du risque, en fait, qu'on pourra livrer aux médecins. Merci, c'est très clair. Je reviens sur la question des assurances avec vous, Benjamin. Que proposez-vous à vos clients? Comment les accompagnez-vous sur ce point? Alors en amont, je dirais que nous sommes tout à fait en mesure de les assister dans le cadre de la revue de leur police d'assurance afin de s'assurer qu'elle soit non seulement conforme à leurs besoins, mais surtout aux droits. En les assistant et en les conseillant, je dirais plus en aval au niveau d'une déclaration de sinistre, le cas échéant. Et on l'a évoqué, en cas de procédure, donc soit en les assistant dans le cadre du procès en responsabilité et ou en cas de conflit avec l'assureur, si cet assureur devait décliner sa garantie. Très clair. Merci beaucoup à tous les trois pour ces explications aussi éclairées qu'éclairantes. Chers auditeurs, chers spectateurs, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du podcast Maîtriser les codes. Bonne journée à toutes et à tous.